Diamari Division, far north region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast. On Équinoxe Television, we are broadcasting live from the economic capital, Douala. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculée Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Au regard de l'enlisement des tensions socio-politiques et tribales au Cameroun, International Crisis Group appelle un apaisement des tensions ethnopolitiques dans le pays. L'ONG propose également une réforme du système électoral, un dialogue sur la crise anglophone et la libération de toutes les personnes interpellées pour pouvoir donc enfin baisser les tensions. D'autres précisions dans ce rapport rendu public il y a quelques jours dans ce reportage de Xavier Foucault. Selon ce rapport datant du 3 décembre 2020 et contenu dans un document d'une cinquantaine de pages, International Crisis Group revient d'abord sur les origines des tensions politiques et ethniques au Cameroun. Selon cette ONG, 2 ans après le conflit au sujet de l'élection présidentielle de 2018, que beaucoup d'observateurs, y compris l'Église catholique, ont estimé d'être entachés d'irrégularités, continue de peser sur la vie politique du Cameroun, alors que le pays faisait déjà face à une insurrection des groupes armés dans les régions dites anglophones. International Crisis Group précise que depuis qu'il a été déclaré deuxième derrière le président Paul Biya, Maurice Kamto n'a cessé de contester le résultat jusqu'à son arrestation en février 2019 pour insurrection, sédition et incitation à la violence. Même après sa sortie de prison en octobre de la même année, il a régulièrement fustigé le gouvernement d'une part pour son refus de réformer le système électoral, la gestion de la pandémie du Covid-19 et d'autre part, la mauvaise gestion de la crise dite anglophone en appelant le gouvernement de Yaoundé à libérer les leaders séparatistes emprisonnés. International Crisis Group relève le fait que parmi les partisans du président Paul Biya et ceux de Maurice Kamto, nombreux sont ceux qui décrivent ce conflit politique comme une course au pouvoir entre leurs groupes ethniques respectifs. D'un côté les Boulous et les Bétis, et de l'autre les Bamileke. Cette ONG précise qu'avec la montée de la pression politique, les responsables politiques camerounais et l'opinion publique ont de plus en plus recours aux réseaux sociaux pour faire passer leurs messages et exprimer leurs opinions. Malheureusement, les activistes de tous bords les utilisent pour propager la désinformation, aggraver les clivages ethniques et inciter à la violence. Des contenus incendiaires en ligne opposent Boulou et Béti d'un côté et Bamileke de l'autre, ce qui attise davantage les tensions sur le terrain. La preuve, des vidéos postées sur Internet montrant des manifestations anti-Biya dans plusieurs pays d'Europe ont incité les députés du Sud à accuser de tribalisme les ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun. Selon ce rapport, de hauts responsables camerounais ont exprimé leurs préoccupations face aux publications au vitriol postées sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas fait grand-chose pour y mettre un terme. Face aux dangers qui pèsent sur le Cameroun, International Crisis Group formule un ensemble de propositions pouvant contribuer à apaiser les tensions. En premier lieu, le gouvernement devrait amorcer un dialogue avec l'opposition hors du Parlement afin d'établir un consensus autour de la réforme électorale. Le gouvernement encore devrait interdire toute discrimination ethnique dans les recrutements du secteur public, en introduisant des amendements afin d'étendre la portée de la loi condamnant l'outrage à la tribu. Il devrait également réformer la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. International Crisis Group précise que Facebook devrait se donner les moyens, en recrutant des modérateurs qui comprennent la culture politique du Cameroun, de passer au crible des messages postés en ligne et d'identifier les propos incendiaires afin de censurer plus activement de tels contenus. L'entreprise devrait sensibiliser davantage l'ensemble de l'échiquier politique et travailler avec les différents acteurs pour mieux identifier les contenus dangereux. L'ONG précise encore que Facebook, de concert avec les institutions gouvernementales, l'opposition camerounaise et la société civile, devrait redoubler d'efforts pour garantir qu'elle a vérifié leurs pages. En promouvant des pages vérifiées, l'entreprise aidera ainsi les utilisateurs à faire la différence entre les sources d'informations authentiques et celles de désinformation. International Crisis Group pense qu'en agissant dès maintenant pour renouer le dialogue avec ses opposants et en coopérant avec Facebook pour endiguer des propos haineux, le gouvernement pourrait contribuer à éviter le risque d'une réelle explosion. Et dans les couloirs de la justice, les avocats maintiennent la pression malgré la libération de leurs confrères. Le barreau du Cameroun exige toujours l'identification des auteurs des violences contre les avocats ainsi que des sanctions à leur endroit. De plus, le Conseil de l'ordre maintient le boycott des audiences criminelles et électorales au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Kizoro depuis Yaoundé. Il ne lâche rien.
Décidément, les avocats restent d'attaque après leur décision de raccrocher leur robe jusqu'au 4 décembre et de boycotter les audiences criminelles et électorales du 7 au 11 décembre. C'est bien la quintessence du communiqué final qui vient de sanctionner la réunion du Conseil de l'ordre des avocats ce 2 décembre. Cette décision se justifie selon le Conseil de l'ordre par le fait que bien que les 4 avocats brièvement incarcérés à Douala récemment ont été relaxés, aucune sanction n'a été prise contre les auteurs des violences à leur endroit parmi les forces de l'ordre. À l'évidence donc, pour le barreau, il n'est pas question de lever le mot d'ordre de grève qui va courir jusqu'au 11 décembre. La même fermeté est également observée au sujet des avocats qui ont pris le contre-pied du barreau dans une correspondance publique. Il est annoncé le déclenchement des procédures disciplinaires à leur encontre. Dans une posture d'ouverture, le barreau souligne par ailleurs qu'il demandera la réactivation du groupe de travail Mine-Justice Barreau du Cameroun qui est manifestement en berne. Le barreau se préoccupe aussi de l'organisation des obsèques du bâtonnier Charles Tchakouté Patier qui ont été reportées sine die. Il est question d'y associer toutes les compétences pour leur réussite. Dans la région de l'Ouest Cameroun, les personnes vivant avec un handicap, malgré les abus et les discriminations qu'elles subissent au quotidien, ont réaffirmé leur engagement à s'intégrer à divers secteurs de la société, un combat pour lequel ces personnes appellent les pouvoirs publics ainsi que les forces de l'ordre à plus d'implémentation de leur combat. D'autres précisions avec le Claire Sakem. Ils sont plus de 2 millions de Camerounais, hommes, femmes et enfants, qui vivent avec un handicap visuel, moteur, auditif, et pour qui le quotidien est loin d'être un fleuve tranquille, régulièrement confrontés à des difficultés diverses qui varient selon l'âge, leur aspiration et leur cadre socio-professionnel. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans nos différentes familles, dans nos différents vécus quotidiens. Nous accueillons les non-voyants de 15 à 45 ans, question de leur apprendre à faire quelque chose. Par exemple, l'initiation à l'écriture braille, la formation en élevage des lapins, des poulets, des porcs, en artisanat également. Ceci pour leur donner l'espoir de vivre. La stigmatisation, la marginalisation malgré les années restent comptées parmi les habitudes à la peau dure dont une bonne frange de la société s'en débarrasse à peine à l'égard de cette couche hautement vulnérable. Charge qui n'est pas facile. C'est un domaine où on rencontre généralement les familles très pauvres parce que soucieux du devenir de leurs enfants, ils ont peut-être dépensé toute leur fortune dans les hôpitaux. Peu à peu, les personnes vivant avec un handicap se déploient, question de se frayer un chemin à différents niveaux de la société. C'est le cas des pensionnaires de ce centre de rééducation et des actions dans la ville de Cembre. Ici, les apprenants sont initiés à des métiers tels la vannerie, l'élevage, la broderie, entre autres. La célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées a permis dans la région de l'Ouest Cameroun de relancer les débats autour de la condition de ses compatriotes et d'évaluer les actions tant gouvernementales que locales qui sont menées afin de donner du sourire à ceux d'entre eux qui l'ont perdu. La mer Noire est un département qui comporte un nombre important de personnes handicapées. Je dirais du département de la mer Noire, d'avoir un regard également envers cette autre catégorie. L'intégration n'est pas facile parce que les uns et les autres ne les acceptent pas dans leur milieu, n'essayent pas de les comprendre. Or, ce sont des personnes à part entière qui ont des potentialités et qu'il suffit tout simplement qu'on les mette à l'épreuve pour faire valoir ou montrer de quoi est-ce qu'elles sont capables. Quelques équipements de mobilité, des appuis au projet et autres équipements ont été remis à quelques bénéficiaires dans la région du Soleil couchant. Mon frère, ma soeur, soyons fiers de nous-mêmes.
L'actualité hors de nos frontières à présent, Laurent Gbagbo est désormais en possession de ses passeports. Il les a récupérés hier et l'ex-président de Côte d'Ivoire en liberté conditionnelle envisage déjà son retour en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué ses avocats. Et puis en RCA, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de François Bozizé pour la présidentielle du 27 décembre prochain. La mouture internationale, c'est avec Eric Ouattat, Julienne Berthe-Bissaï. Privé de ses documents de voyage à son arrestation en avril 2011, Laurent Gbagbo vient de récupérer ses 2 passeports ordinaires et diplomatiques au bout de près de 9 mois de démêlés avec la justice ivoirienne et internationale. Il a reçu ces 2 documents administratifs en présence de ses 2 avocats dans un hôtel de Bruxelles en Belgique. La nouvelle est tombée en début d'après-midi de ce 4 décembre, suscitant une vague de contentement populaire de ses partisans en Côte d'Ivoire et dans le monde. Libéré sous liberté conditionnelle et placé en résidence surveillée, le fondateur du Front populaire ivoirien pourrait désormais se mouvoir et visiblement retourner très bientôt dans son pays. Bien avant cette rétrocession de ces 2 passeports, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo avait manifesté sa détermination à rentrer chez lui et se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Option à laquelle s'opposait le président sortant d'alors, Alassane Dramane Ouattara. Du moins, le retour de Laurent Gbagbo sur sa terre natale reste donc très attendu de l'ensemble de ses fidèles partisans et son épouse Simone Gbagbo. Et en République centrafricaine, l'ancien chef d'État François Bozizé ne prendra pas part à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain dans son pays. Sa candidature vient d'être rejetée par la Cour constitutionnelle à Bangui. Comme raison de cette invalidation, la haute juridiction centrafricaine évoque des accusations et sanctions de l'ONU pesant sur le candidat du Kwanakwa, le parti de François Bozizé. Des griefs incompatibles à une candidature à la présidence de la République, l'ONU, à travers une résolution ayant renouvelé ses sanctions le 28 juillet dernier, dérogeant ainsi aux critères de bonne moralité de tout candidat inscrit dans le code électoral. Sous mandat d'arrêt international le 30 mars 2014, souligne la Cour constitutionnelle, François Bozizé devait répondre des faits d'assassinat, détention arbitraire, torture durant son passage à la tête de la Centrafrique de 2003 à 2013. En plus de cet ancien putschiste chassé du pouvoir par la rébellion Séléka en 2013 et revenu discrètement dans son pays le 16 décembre 2019, les dossiers de 4 autres candidats à cette élection présidentielle ont aussi été rejetés au motif de corruption et appartenance aux groupes armés. Enfin au Mali, les 121 membres du Conseil national de transition sont connus. Composé en majorité des forces de défense et de sécurité, cet organisme législatif compte 22 militaires, 11 partis politiques, 8 membres du mouvement du 5 juin, le M5. Dans cette instance de large ouverture, siègent aussi des représentants d'anciens groupes rebelles armés, la société civile, les confessions religieuses, entre autres. Le Mali est toujours en quête d'un successeur au président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia Yambo. Once more, good day and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. 3 persons have been presented by elements of the National Gendarmerie Research Unit of Mimboman as alleged killers of a car dealer. According to the Gendarmerie commander, Julien Ning and accomplices were caught while trying to escape. Smart Jikangable files in details. It all started on the 22nd of November 2020 when Ms. Dorcas filmed the contact number on this vehicle that was meant to be sold. The next day, Dorcas appeared as a potential buyer, but then, after their first contact, both decided to get into a relationship. Unfortunately, November 25th, when both had an appointment to sleep out in a hotel facility, Dorcas poisoned the drink he gave to Mr. Yamsi after the latter was made to go out of the hotel room in search of toiletries because Dorcas requested for them. It was thanks to the telephone of the late Yamsi that the elements of the Gendarmerie Research Unit in Mimboman laid their hands on these 3 accused persons.
While in the hands of the security forces, Dorcas confessed that her aim was not to kill Yamsi. Unfortunately, it happened. Her reason for poisoning the drink she gave to Yamsi, as she puts it, was for her to take away the car and sell, then later travel out of the country. Dorcas, knowing that she can't drive, called her friend Marie-Yvonne Biole, who came with her brother-in-law, Ondwa Christopher, who was to serve as the driver to take away the vehicle. The lifeless body of Yamsi is undergoing an autopsy test. The accused are behind bars at the Gendarmerie Research Unit of Mimboman while waiting for their transfer to the competent authorities for judgment to be carried on. And we talk something completely different. International Crisis Group blames the calm of President Paul Biya and that of Professor Maurice Kamto of fueling the socio-political tensions in Cameroon, warning it will add to the Anglophone crisis and help collapse the economy. Innocent Aze tells us more about that story. The Crisis Group, in its December 3rd report, says Cameroon's national stability, already rocked by the armed conflict in the two English-speaking regions, is at the same time being ramshackled by tensions between President Paul Biya and Maurice Kamto as they two worlds along ethnic lines. These trends risk tear at Cameroon's national fabric, with more bloodshed likely if the government takes no corrective plan. For matters to better, the International Crisis Group, ICG, wants government to enter talks with its opponents about the electoral system and move to make that system fairer. Pressure from influential powers and unions like United States, France, the EU, and European countries will push for electoral reform. That government should introduce legislation barring ethnic discrimination and empower the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism to enforce quotas for the country's many ethnic groups in public. With regards to organization of the regional election December 6th, in the context of the COVID-19 pandemic, ICG knows government has only helped to exacerbate tensions. ICG is equally concerned with the way social media, especially Facebook, is used by both parties. That the Cameroonian politicians and the public are making more use of social media to press home their messaging and their views. While the growth of social media has been a boon for free speech, the sector is weakly regulated. Activists of all political persuasions use it to propagate misinformation, widen ethnic divides, and even incite violence. Inflammatory content online pitting Bulu and Betty against Bamileke has increased tensions. According to ICG, any action the government takes in the name of curbing hate speech is usually smoke screen for repressing its opponents. It adds the opposition on its part has done little to moderate its supporters' tone and instead blames the government for tribalizing politics to sow division amongst Cameroonians who oppose President Paul Biya. ICG also blames Facebook for not devoting adequate resources to stop toxic online discourse. ICG concludes that President Paul Biya should be wary of leaving behind a country riven apart not only by fighting and mounting separatist sentiment, but also by wider tensions endangering Cameroon's historically relatively amicable inter-ethnic relations. That acting now to mend fences with his opponents and cooperating with Facebook to stem hate speech would go some way towards minimizing that risk. We take you now to the southwest region of Cameroon, where the proprietor of Kulu Memorial Bilingual Academy says private schools are not adequately protected by security agents, reason why they are subjected to frequent attacks by armed men. Davison Maimo tells us more about that situation from Limbe. Weeks after unidentified gunmen, purported to be Anglophone separatist fighters, attacked, molested,
and dehumanize teachers and students of Kulu Memorial Comprehensive High School in Limbe. The doors of the school permanent site has been shut down temporarily, as explained by the principal. So we should not continue in the sites. Unknown armed men can be in the bush, things like that, and the militaries are overstressed, so they will not be able to be sending soldiers to come and guard the school. Who are we, or who is Kulu to oppose government orders? The decision has raised eyebrows if state security to protect learning institutions in the northwest and southwest regions following the ongoing Anglophone armed conflict is meant for public and selectively private schools. Duolanje is a proprietor. Government has everything to protect. Now when they discover something like this had happened, that is their work. They're supposed to do their work. The non-provision of state security pushed the school authorities to relocate to a temporary site. We cannot keep the students waiting, so we have rented a place at my phone. That's where we have all the students. They might start timidly, as usual. School will not shut down. We are doing everything humanly possible. The November 4th incident has had a devastating blow on the school enrollment, as some teachers and students are yet to recover from the psychological trauma they were subjected to. Reason why some ex-students visited the school to encourage them. There's no person that does not face challenges. Challenges come for great people. We are just here to encourage them and to tell them that there are better days ahead. After media and security report, Yaoundé dispatched some persons to the school whose reaction is still awaiting. Davison Maimo reporting from Limbe. Persons living with disabilities in Cameroon are pleading on the population to create inclusive, fair and conducive environment for them in the society. They were speaking during the commemoration of World Disability Day that took place in Kongsamba, Mungo Division of the Littoral region of Cameroon. Details in this report. Persons living with disabilities encounter several challenges such as lack of universal access to buildings, stigmatization, and discrimination. In most cases, many of them have been abandoned to themselves. During the commemoration of the 29th edition of the World Disability Day under the theme, "Not all disabilities are visible," members of the Cameroon Blind Union in Kongsamba in the Mungo Division were drilled on the importance of breaking barriers and not letting their conditions weigh them down. The members benefited from free eye consultation, making it possible for the ophthalmologist to discover some cases that could be treated. But lack of finance remains a major barrier for that breakthrough. A case in point is that of 1-year-old Miren, who is suffering from cataract. Her mother, who is partially blind, expressed her inability to pay for her baby's operation. I was born with this condition. I gave birth to my child and she's equally facing the same problem. I am begging on persons of goodwill to help me because I don't have money to carry out an operation for my baby. CBO center in Kongsamba, and it's a rehabilitation center. So we came here and we discovered that most of the cases we've seen today, we diagnose them of glaucoma and cataract. So especially the little girl, we saw that little girl today with a congenital cataract. So we asked the mother to come to Bafusam so we can do further examination and see how we can help her operate the child. Because the earlier we do so, the better. So we have also told her to look for something small and come so we can help her with part of the bill and see how we can help the baby. Despite the distribution of wheelchairs and wide canes so as to ease mobility, a lot more needs to be done so as to encourage the integration of these persons in our society. Disability is not inability.
And out of Cameroon, the African Union Extraordinary Summit, scheduled for the 5th and 6th of December 2020, has its theme, Silencing the Guns. The President of the Republic will be represented by the Minister of External Relations, Le Jeune Bella. That's where we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. The news was compiled in French by Nadine Yambou and in English by Immaculée Fogwe. See you at 8 p.m. for another edition of the news. Nadine Yambou, have a blessed weekend. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.